Neo Geo. Néo Géo. Néo Géo. Néo Géo, c'est maintenant sur Nova. Dans quelques instants, accrochez-vous dans le mag avec Charles Edrich comme guide. Avec lui, il faut être sportif et féru d'histoire. Il viendra nous raconter sa future traversée du désert de l'Atacama au Chili et imaginez également la traversée de l'Atlantique il y a quelques 7 siècles ou à peu près. C'est le mag de Néo Géo. Néo Géo, le magazine de la sono mondiale. Dans le mag de Néo Géo, je suis heureuse d'accueillir un sportif, un voyageur, un aventurier que vous écoutez chaque vendredi dans la Nouvelle Internationale, Charles Edrich. Bonjour. Oui, bonjour. Charles, surnommé le rameur des glaces, mais qui a plus d'une aventure et d'un record dans sa besace. Le prochain record, on l'espère, ce sera la suite de cette traversée du désert chilien, l'Atacama, en compagnie de votre partenaire Sylvain Bazin. Démarrage ce 2 avril. Voilà, donc fin prêt. Donc maintenant, tout est au point. La remorque au départ avec 140 kilos. Donc on part pour 1400 kilomètres. Oui, c'était 1000 km au départ. Vous avez rallongé parce que c'était pas marrant. C'était trop court. Ouais, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que personne, peut-être à juste titre, discutait sur les limites du désert et trouvait que 1000 km, c'était un peu discutable. Et notamment le livre des records, le Guinness Book. Donc, pour qu'il n'y ait pas de discussion, on est parti vraiment on va dire de l'extrême nord de ce désert. Je dirais même qu'on part d'un endroit, on n'est pas dans le désert, on part au Pérou. Et puis, on arrive vraiment une fois qu'on est allé au-delà de la limite sud du désert. C'est un record. Vous allez expérimenter comme d'habitude comment vous gérez vos provisions, l'eau. L'eau, évidemment, le défi physique. Et puis, évidemment, cette remorque, on recycle nos urines. Il faut savoir qu'on est en totale autonomie. On a un point d'eau naturel à mi-parcours, grosso modo. Donc, il faut faire approximativement 2 fois 700 km en autonomie absolue, quoi. Vous vous y êtes déjà rendu pour les repérages ? Oui. Puisque quand on parle de désert, on sait que le désert, il est toujours quand même assez vivant, non ? Il y a tout de même une faune, une flore ou Ah non, là, il y a strictement rien. C'est le désert le plus aride du monde. Ça veut pas dire forcément le plus chaud, mais il pleut. Il y a Quilagua, qui est une petite oasis, grosso modo, au milieu de ce désert. C'est le village, il y a un peu plus de 100 habitants, c'est le village le plus sec du monde. Il n'a pas plu depuis 22 ans. Donc. Lors de cette expédition, il y a aussi des données scientifiques qui sont recueillies, vous concernant ou pas spécialement ? Non, pas. Disons, sur ce terrain-là, il y a des gens qui vont être beaucoup plus forts que moi. Donc, mais par contre, il y a sensibilisation du public en général à l'environnement, au réchauffement de la Terre. Par exemple, des jeunes de Montreuil. Oui, alors qu'est-ce que vous faites avec ces jeunes de Montreuil ? Ils partent au Chili ? Alors, ils partent au Chili en parallèle de notre expédition. On les emmène dans le désert, précisément Bernard Muller, avec qui j'étais au sommet de l'Everest, donc qui encadre le groupe. Et ils viennent à notre rencontre quand on sera sur la fin de l'aventure. Et ils partent sur un sommet pour réussir l'ascension d'un sommet de près de 6000 mètres. Donc pour eux, c'est une aventure à leur portée, mais de très très haut niveau. Donc tous les mercredis, je suis à Montreuil avec eux et avec Jamel Bouda, qui est le responsable du territoire, pour les préparer à cette expédition, pour les entraîner physiquement. Et puis il y a aussi dans ce cadre de ce projet un énorme volet insertion, parce qu'on est avec des jeunes. Ils ont quel âge ? Ils ont 17 ans. L'an dernier, on avait pris pour une aventure dans le massif du Mont-Blanc des ados de 13-14 ans. Mais là, l'envergure de l'expédition est telle qu'on est obligé d'avoir des jeunes un peu plus âgés. Ça va, ils ont tenu le coup pendant les entraînements d'hiver ? Oui, donc extrêmement motivés, groupe très sympathique. Et puis en plus, il y a ce volet insertion. On a des partenaires donc privés qui viennent sur ce dispositif pour tout faire, pour arriver à faire en sorte de les orienter
vers le travail plus classique. Parce qu'aujourd'hui, ils sont complètement déscolarisés et ça leur fait un projet passionnant. Bon courage, Charles Edrich, pour cette traversée de l'Atacama. Je vous propose de vous retrouver dans quelques instants pour évoquer une autre traversée, celle de l'Atlantique. Charles Edrich, l'explorateur, on peut dire également, aventurier sportif, oui, aventurier, habitué des expériences extrêmes. Voilà, oui, donc exploration, c'est un grand mot parce qu'aujourd'hui, il y a plus quand même beaucoup de choses à découvrir dans le sens strict du terme. Par contre, aventure, certainement. Il y a des tas de choses qui peuvent être encore à faire, à pied, à vélo, en ballon, sur les montagnes. L'aventure, et puis l'aventure, elle est à portée de tout le monde en fonction de ce qu'on a envie de faire. Donc l'aventure, certainement. Charles Edrich, que vous écoutez tous les vendredis dans la Nouvelle Internationale, que j'ai attrapé et à qui j'ai remis un bouquin dans les mains, puisque il s'agit d'un livre de Jean-Yves Loud, qui est ethnologue, écrivain, voyageur. Le livre s'intitule Le roi d'Afrique et la reine mère. Le roi d'Afrique et la reine mère, un livre qui m'a passionné. Je me suis dit, Charles, ça va l'intéresser, puisqu'il est question d'un empereur qui, au XIVe siècle, aurait tenté donc de partir vers les Amériques, et cela avant Christophe Colomb. Vous avez traversé cet océan, justement. Oui, je suis parti. C'est la première fois que je traverse l'océan, disons à la rame. J'étais parti de l'île de Gorée, donc c'est la pointe ouest de l'Afrique. Le Sénégal. Le Sénégal, donc pour établir, record d'ailleurs toujours en vigueur, pour établir un record de vitesse sur l'Atlantique. Et en attendant la bonne fenêtre météo, donc je me suis passionné pour les explorateurs. Là, cette fois-ci, on peut parler évidemment d'explorateurs, les Christophe Colomb. Notamment, Christophe Colomb est considéré comme le premier à avoir découvert l'Amérique, mais pas du tout. Aujourd'hui, on a la certitude que bien d'autres l'ont fait avant lui. Donc, les certitudes, c'est par exemple les Vikings, aux alentours de l'an 1000. Ils ont même établi des petits villages. Et là, on a les traces archéologiques. Et on sait quelle route maritime ils auraient pris ? Ah oui, là, exactement. Ils sont partis d'Islande, Groenland. Ils ont traversé sur l'Amérique du Nord et redescendus jusque sur la baie d'Hudson, en tout cas. Donc là, on a retrouvé des sites sans aucun doute. Ça, ce sont les certitudes. Autre certitude, on a des Asiatiques qui, depuis la Sibérie, aujourd'hui, ont traversé sur le détroit de Bering et sont arrivés là aussi en Amérique du Nord, mais là, bien avant les Vikings. Et puis après, on a beaucoup de questions et de possibilités relativement sûres, mais pas encore vraiment prouvées. Par exemple, Aboubakari II, qui, aux alentours de 1300, il était empereur du Mali, mais le Mali au sens très large du terme, parce que ça englobait le Ghana, je crois, le Sénégal. Une grosse partie de l'Afrique de l'Ouest, donc. Et c'était à l'époque une civilisation extrêmement riche, prospère. Avec de l'or, d'ailleurs, beaucoup d'or. Extrêmement évoluée. Et c'était vraiment un explorateur aussi. Il est parti en 1312 avec une flotte on dit de 3000 navires à la conquête des océans. Personne n'est revenu, mais aujourd'hui, il y a tout un tas d'indices qui laissent supposer qu'il est arrivé de l'autre côté. Alors Jean-Yves Loud était parti il y a 20 ans sur les traces de ce roi navigateur pour comprendre, en se posant plein de questions, par quel chemin Aboubakri II avait pu passer, de quelle côte africaine il serait parti, et puis aussi en interrogeant la tradition orale avec ce qu'elle racontait ou pas. Charles Edrich. Voilà, lui, il est allé sur la trace on va dire, de tout l'empire du Mali pour essayer de trouver des éléments qui montrent que l'expédition a eu lieu et toutes les traces. Donc, il est allé au Sénégal, sur l'île de Gorée, qui est a priori vraiment un des points de départ possibles, parce qu'il faut savoir que cette route est parfaitement... c'est la route de la découverte, parce qu'il y a l'Alizé qui souffle, et il suffit de partir de la côte pour se retrouver de l'autre côté. À quel endroit, on ne sait pas trop,
Mais de toute façon, une fois qu'on est parti, on ne peut pas revenir. Surtout sur des bateaux de l'époque, probablement pas mal des pirogues, mais ça peut être des très grosses pirogues. Donc il est allé sur l'ensemble des traces, avec en essayant de regarder toutes les traditions orales, évidemment. Qui aurait éliminé Aboubakari II des tablettes, dans la mesure où il n'est pas revenu ou, on ne Oui. sait pas. Enfin, il y a plein d'hypothèses. On ne sait pas trop, et puis aussi il laisse entendre, et ce qui semble aussi assez logique, que une fois que les Espagnols découvrent l'Amérique et les Portugais font tout leur voyage d'exploration, eh bien la tendance naturelle c'est de pas laisser, disons, transpirer qu'avant eux des Africains étaient déjà allés de l'autre côté. Donc aussi personne n'a vraiment cherché. Et puis un jour, on va peut-être s'apercevoir que la preuve est là, hein, parce que les Vikings, il faut savoir que la preuve que les Vikings sont passés de l'autre côté, elle est relativement récente. Il y avait des hypothèses, des doutes, des suppositions, mais pas de preuves. Les Africains, aujourd'hui, on a quand même, pour Aboubakari II, on a quand même quelques éléments qui interrogent sérieusement. Lesquels? Alors d'abord, quand Christophe Colomb passe de l'autre côté, quand il arrive aux Caraïbes, Oui. il écrit, lui et son entourage, qu'il rencontre des Indiens peau-rouge et qu'à côté de ces Indiens se trouve un peuple noir. Bon, donc ça c'est quand même un indice assez fort. Aujourd'hui, on trouve des traces d'éléments, d'objets donc aux Caraïbes ou sur la côte d'Amérique du Sud, qui sembleraient être des objets africains. Et puis également, un autre indice, c'est que Christophe Colomb, quand il part, il semblerait qu'il ait des pilotes ou des pseudo-pilotes qui soient des Noirs africains avec lui sur ces 3 bateaux. Donc ça veut dire que même lui, peut-être, était parfaitement au courant qu'il Qu'il y avait déjà une connaissance. qu'il y avait déjà une connaissance. Les alizés... Même s'il ne pensait pas aller aux Amériques. Voilà, mais par contre, qu'il allait rejoindre une côte de l'autre côté. Parce que les alizés étaient, à l'époque, absolument indispensables. Il fallait s'appuyer sur les alizés pour traverser de l'autre côté. Merci Charles Edrich. Le bouquin, c'est Le Roi d'Afrique et la Reine Mère, donc de Jean-Yves Loud chez Actes Sud. Passionnant. C'est une bonne base. Et puis, nous suivons vos aventures, vos hypothèses aussi. Il y a toujours votre site internet, charlesedrich.com. Voilà, tout à fait. Donc, Vous continuerez à nous tenir au courant, donc, dans la nouvelle internationale. avec plaisir. De l'évolution, ça prendra combien de temps, là, cette traversée de l'Atacama au Chili en avril? Alors, il faut qu'on boucle de toute façon pour des questions d'autonomie, de nourriture et d'eau en moins de 40 jours. Donc, probablement entre 30 et 40 jours. Merci, à bientôt. Avec plaisir, à bientôt.